Vous êtes tout en état d'arrestation. Je m'oppose à un lynchage. Faites ce que je vous dis, détachez-les. Je suis ravi de vous connaître. Mademoiselle. Et Bella suffit amplement. Il est là, allons-y. Excusez. Dimanche à 17h, vous avez rendez-vous avec Ek Ramsey, un héros franc et loyal. Ek Ramsey, votre rendez-vous du dimanche. Une fin d'après-midi à passer à deux. Je veux tous les bons petits plats. Et en plus t'as vu ça, le tourne-dos. Et en plus les abdos, le sur-tourne-sol. Je veux tout être à croquer. Et en plus tout croquer. Je veux rôtir et en plus me faire dorer. Le sur-tourne-sol. Je veux tout, l'eau à la bouche. Et en plus les câlins, je veux les extras. Et en plus être extra. Le sur-tourne-sol, on veut tout. On veut être active et en plus on veut se régaler. Et en plus elles veulent tout. Pas d'erreur, c'est le sieur. Lotus Petite Fleur, tout nouveau. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Tout doux. Passionnément. À la folie. Lotus Petite Fleur, doux à la folie. Pendant longtemps, l'homme se contenta d'un peu de miel, de fruits et de céréales. Quand un beau jour, elle arriva. Je suis elle. Elle avait marié le miel, les fruits, les céréales, ajouté du chocolat pour en faire une barre qui s'appelait Encore. L'homme n'y résista pas. Encore, encore, encore. Et ils eurent beaucoup de petits encore. Encore. Encore, céréales, fruits, chocolat, le premier plaisir du monde. Oh, quelle barre. La Joconde, elle est au Louvre. Le camembert normand, en Normandie. Avant d'acheter, vérifier et savourer. Majesté d'un nectar, sensation rare, rencontre de la perfection. Plaisir suprême. Nouveau nectar de Jacques Vabre, au-delà d'un café. Ce n'est pas seulement la tomate qui fait la sauce bolognaise. C'est l'oignon, l'ail, le persil, l'origan, la coriandre et d'autres bonnes choses que Dolmio a rassemblées pour vous. Dolmio, vous l'ajoutez à votre viande qui mijote et vos spaghettis bolognaises sont délicieusement réussis. Dolmio, comme à la maison. Lundi, Moscou, ville nouvelle.
Lundi, après les 5 dernières minutes, Mégalopole, l'aventure des villes. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de Ligne Directe pour la dernière édition de la semaine. 42 25 50 50, notre numéro de téléphone par le 16 et le 1 si vous êtes en province. Le Minitel également, vous le savez, vous est ouvert d'ailleurs 24 heures sur 24 par le 36 15, le code A2. Et ensuite, vous avez la rubrique numéro 9, Ligne Directe, qui vous permet d'être en contact avec nous 24 heures sur 24. Cet après-midi, comme c'est, disons, la veille du week-end, eh bien, j'ai une bonne nouvelle, alors je vous la donne tout de suite. Il y aura tout à l'heure une semaine à gagner de séjour à Cannes pour 2 personnes pour assister à un événement tout à fait hors du commun. Et puis nous avons également avec Dominique Verdeillan quelques appels à vous lancer pour de prochaines enquêtes de Ligne Directe. Oui, on cherche surtout des gens qui vont se marier, soit avant la fin du mois ou disons jusqu'à la première quinzaine de mars. Si vous allez vous marier et surtout si vous êtes d'accord, et moi je crois que vous avez intérêt parce que c'est un bon souvenir, pour que l'on tourne ce mariage, la cérémonie et tout le reste. Hein. C'est quand même un beau souvenir d'avoir la télévision et d'avoir Antenne 2 à son mariage. Vous nous appelez pas tellement, vous nous écrivez surtout à Antenne 2, ligne directe, 22 avenue Montaigne. Donc, pour cette autorisation de tournage, on fait une grande enquête de 8 jours sur le mariage. C'est un thème dont on parle beaucoup. Mais absolument, on veut savoir si les Français ont toujours envie de se marier ou pas. Et alors, rappelez-vous bien, donc, si vous nous écrivez pour nous inviter à votre mariage, avant, disons dans la première quinzaine de mars, et en tout cas avant le 21 mars. Voilà. Merci d'avance. Une autre enquête que nous sommes en train d'effectuer actuellement, une enquête sur les peurs, les différentes peurs que l'on peut avoir. Peur de perdre son travail, peut-être, là, nous n'en reparlerons pas, je pense, puisque nous sommes en plein dans ce sujet en ce moment. Mais aussi peut-être la peur de sortir seul le soir, la peur des autres, la timidité. La phobie. La phobie. Mais nous voudrions rencontrer des hommes et des femmes, et surtout des hommes, qui ont peur de vieillir. Qu'est-ce que vous faites contre le vieillissement? Est-ce que cela représente quelque chose pour vous? Vous nous le dites également par courrier. Et puis, toujours dans les enquêtes à venir de Ligne Directe, un dernier appel que je lance aujourd'hui, vous voyez, à propos de l'échec scolaire. Si vous avez des enfants qui ont entre 8 et 10 ans, qui ont du mal à suivre en classe, c'est un thème qui nous intéresse également. Dites-nous comment, confronté à ce problème, vous réagissez, comment vous essayez d'aider vos enfants qui sont en échec scolaire. Bien, alors... On revient sur ce qui s'est passé hier, très rapidement, dire que vous avez été nombreux à vous intéresser et à découvrir en même temps que nous Michel Deneuve, cette harpiste de cristal, j'allais dire. Oui. Donc voilà, il a eu en tout cas vos fiches entre les mains. Je pense qu'il va répondre à ceux qui ont posé des questions bien précises personnellement. Et puis, il y a eu aussi un autre moment important, c'était les rumeurs. Et on nous a appelé après l'émission pour nous dire, vous avez parlé de la rumeur d'Orléans, de quoi s'agit-il? Alors Jacques, est-ce qu'on peut peut-être la résumer très rapidement? Oui, on la résume très, très rapidement, surtout pour ne pas la relancer. Hein. Je tiens à dire tout de suite que cette rumeur, comme toutes les rumeurs... À chaque fois qu'on veut étouffer une rumeur, elle repart de plus belle. Bon, non, ça s'est passé à Orléans et il a commencé à se murmurer dans la ville que chez certains commerçants juifs, puisque c'était dirigé contre la communauté juive d'Orléans, et notamment chez ceux qui avaient des magasins d'habillement, des femmes disparaissaient dans les cabines d'essayage. Et pour vous montrer combien les rumeurs peuvent être absurdes, je peux vous raconter une petite anecdote, je n'ai pas eu le temps hier d'en parler, Dominique, c'est que le président de l'association des commerçants juifs d'Orléans, qui était au courant évidemment de cette bêtise, de cette rumeur, a un jour voulu tester la capacité d'intelligence des gens qui la répandaient en disant à quelqu'un, mais vous savez pas comment ils quittent Orléans? Comment quittent ces femmes? Comment les femmes quittent Orléans? Vous vous poser. Bon, voilà. Alors, il dit, écoutez, on est au bord de la Loire, c'était en plein été, il y avait à peu près 25 cm d'eau dans la Loire. Oui, il a dit, la région, voilà, bon, il quitte la Loire par des sous-marins de poche. Et une semaine plus tard, la légende des sous-marins de poche pour la traite des Blanches. Bon. Alors voilà, bon, nous n'y reviendrons pas, mais je vous recommande
très très chaleureusement la lecture de ce livre dont nous avons parlé hier. Jean-Noël Cap-Ferrer. Invité de l'Indirect cet après-midi, elle est avec nous maintenant, c'est Noël Roberts. Noël Roberts, vous découvrez peut-être son image cet après-midi, vous connaissez sa voix. Dites-nous bonjour. Bonjour. Je ne vous demande pas à qui ai-je l'honneur, Non. puisque Noël Roberts, en compagnie de José Arthur, est présente sur l'antenne de France Inter tous les jours à 18h35. Et Noël Roberts est graphologue. Elle vient de publier un livre sur la graphologie. Nous avons voulu l'inviter, d'abord pour parler de ce livre, bien sûr, et des limites de la graphologie. Et puis nous vous inviterons, Noël, également, tout à l'heure, à participer à notre enquête du jour, les embûches de l'embauche, car de très nombreux téléspectateurs se sont émus de voir la manière dont on traitait les demandes d'emploi, et notamment avec des collègues à vous, donc avec des graphologues. Je défendrai quand même les graphologues, mais je reconnais qu'il y a des limites. On peut peut-être demander d'ailleurs à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de nous appeler aujourd'hui, parce que c'est vrai que depuis que nous traitons de la graphologie depuis mardi, plus particulièrement, on s'aperçoit que les gens sont plutôt hostiles à cette science, alors qu'on sait habituellement que ça amuse aussi. Oui. Alors on voudrait peut-être savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est. La graphologie, pour compte, ça vous amuse ou pas? Voilà. Et quant aux graphologues, certains d'entre eux nous ont écrit, je ferai état de leur lettre tout à l'heure, ils nous reprochent d'avoir un peu caricaturé leur travail. Eh bien, soyez satisfaits, avec Noël Roberts, vraiment, nous allons explorer ce terrain. On peut profiter peut-être de vous, Noël, tout de suite pour une petite expérience. Bien sûr. Hein? Bien que vous ne fassiez pas, vous n'avez pas de boule de cristal. Alors, non. Vous allez regarder l'écran de contrôle qui se trouve là, devant vous, et on va faire apparaître une petite phrase. Jean-Pierre Levicky va nous envoyer cette phrase, vous allez voir, voilà, quelqu'un qui écrit. Alors, je lis en même temps. Salut à toi, Pradel. Oui. Voilà, donc ça, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'une écriture comme celle-ci? Comme celle-ci? Eh bien, c'est une écriture qui est assez grande. C'est une écriture sans doute qui révèle des tendances esthétiques. Également, quelqu'un qui est dans les médias, qui a l'habitude des contacts. Il y a aussi une certaine affirmation de soi parce qu'il y a un trait assez fort descendant. Et je pense que c'est plutôt une écriture masculine. Vous savez qu'en graphologie, c'est pas toujours évident de voir si c'est une écriture masculine, mais c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Donc plutôt esthétique, capacité de réalisation et quelqu'un dans les médias. Voilà. C'est pas mal quand même. Ouais. Hein, on est témoins. Oui, alors on va faire apparaître les signatures, puisque ce correspondant pour l'instant anonyme a signé également sur une feuille de papier. Vous pouvez pas nous dire un nom, Noël Robert? Non. Alors regardez. David Coven, qu'on peut applaudir d'ailleurs tout de suite. Et qui est notre invité cet après-midi, David. Content de l'analyse, c'est bonne, hein? Apparemment. C'est surprenant, hein, ça m'a toujours surpris, moi. Mais attention, on ne doit pas faire une analyse juste sur 2 lignes et sur une signature. C'est évident. C'est contre le code de la graphologie. Enfin, c'est de la graphologie dans l'émission Jeu de José Arthur, mais c'est interdit en principe. D'accord, mais enfin, ce qui n'est pas interdit est autorisé dans cette émission. Oui, vous avez donné l'autorisation de le faire. Non, mais c'est aussi pour montrer que l'on trouve quand même certains gestes types, enfin qu'il y a enfin, des création, médias, contact avec le public, voilà, David Coven. Le sexe aussi, c'est bien. David Coven, qui est notre invité que nous retrouverons tout à l'heure, avec qui nous bavarderons un peu plus longuement. Voilà, bien vous savez maintenant tout ce qui va se passer cet après-midi. Je vous rappelle le numéro de téléphone, 42 25 50 50, par le 16 et le 1, si vous êtes en province. Et la suite de notre enquête, tout de suite. Notre enquête, les embûches de l'embauche, je crois que ce titre prend tout son sens au fil des jours, puisque nous avons commencé cette enquête signée Jeanne Lagier et Gérard Chouchan lundi dernier, et qu'au cours des différents épisodes, nous avons suivi, je vous le dis si vous n'avez pas pu vous suivre toutes les émissions, 2 chômeuses, 2 demandeuses d'emploi, Paulette et Marilyn, qui ont accepté pour les besoins de cette enquête de se laisser filmer par l'équipe d'Antenne 2, pour que nous puissions décortiquer, radioscoper, si j'ose dire, ce qui se passe dans les coulisses de la demande d'emploi, que ce soit dans les cabinets de recrutement, ou que ce soit tout simplement lorsque des lettres arrivent répondant à une petite annonce. Comment sont traitées ces lettres? Nous voulions le savoir. Nous voulions savoir s'il y avait un code de l'honneur, une déontologie. Comment on traitait les gens qui, quelquefois, depuis des mois ou même des années, cherchent un emploi. Je veux dire que le bilan n'est pas vraiment joli, mais nous aurons l'occasion cet après-midi de vous en dire plus à ce sujet. Alors peut-être, Dominique Verdeillan, tout de suite une petite analyse des dernières réactions à propos de l'émission d'hier.
Oui, dire aussi très honnêtement que nous avons reçu des appels de gens qui ont eu et qui ont trouvé des emplois grâce à la graphologie, grâce à ce que nous évoquons depuis le début de cette semaine. Mais dire aussi que nous avons eu un coup de fil de Bordeaux, j'en dirai pas plus pour ne pas créer de problème dans la famille, d'une femme qui dit « Mon mari utilise un peu les systèmes de tests et autres, graphologie, et les 3/4 du temps, il se plante en beauté. » Vous voyez, il y en a des deux côtés. Alors, des petites réactions très rapidement. À Vitry, Madame Ford nous dit qu'elle trouve scandaleux que l'on puisse demander de l'optimisme et de la joie de vivre dans un test comme ça de recrutement quand on est au chômage depuis 33 ans. À Strasbourg, on nous dit aussi que probablement le problème de l'âge est un handicap lorsqu'on se présente comme ça devant des recruteurs. Et puis, vous savez, ça a été un petit peu le point de la discussion hier sur quelles sont les questions indiscrètes auxquelles on ne doit pas répondre. On nous a confirmé qu'on vous a souvent demandé dans ces rencontres votre situation de couple, situation bancaire, si vous possédiez une voiture, si vous aviez plaisir à marcher pieds nus sur de la moquette, quelles étaient vos prétentions financières, et lorsque vous donniez un salaire trop bas, on disait vous vous sous-estimez, quel était votre goût en guise de sexualité, etc., etc. Et puis aussi dire que lorsqu'on envoie un CV et qu'on rencontre souvent les personnes pour les recrutements, eh bien certaines personnes, je dirais de couleur, ont quelquefois des handicaps de ce côté-là aussi. Voilà. Très bien, alors je pense qu'il y aura tout à l'heure à la fois d'autres témoignages et aussi beaucoup de questions pour nos invités. Je vous dire rapidement qui est avec nous cet après-midi. Daniel Croquette, qui est le secrétaire général de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres de la CFDT. Nous voulions qu'il y ait un syndicaliste cet après-midi avec nous pour savoir si les syndicats s'étaient préoccupés de ce qui se passait en dehors du cadre des entreprises. Nous avions le sentiment avec Jeanne Lagier qu'en dehors de l'entreprise, quand on cherche un emploi, on est un petit peu tout seul. Et Daniel Croquette donc fera le point là-dessus et nous dira quelle est l'action syndicale dans ce domaine. Nous aurons également Noël Roberts donc pour parler de graphologie plus spécialement. Et puis Catherine Villeray, vous savez, qui nous a téléphoné hier, eh bien elle est avec nous sur ce plateau cet après-midi. Elle est dans la région de Grenoble. Elle cherche un emploi depuis maintenant 2 ans et elle sera en quelque sorte l'illustration vivante de ce que nous allons dire. Le volet de l'enquête d'aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus le graphologue, ça n'est plus le psychomorphologue, c'est cet ordinateur que vous avez commencé à découvrir hier. Il s'appelle Sigmund et il répond à une préoccupation des chefs d'entreprise qui cherchent maintenant des employés providentiels, l'homme ou la femme providentielle. Le nombre de tests est très élevé. Plus il y a de tests et plus il y a de tests positifs, Jeanne Lagier, plus le patron est rassuré. Finalement, les diplômes passent un peu au second plan. Alors, c'est cela le souci principal, donc c'est qu'on essaye de mesurer ce dynamisme. Oui, on essaie de mesurer donc les qualités de la personnalité. Et curieusement, les qualités de la personnalité qui reviennent le plus souvent sont communes à une secrétaire ou à un PDG. Et celles qui sont le plus demandées, c'est l'énergie, le dynamisme, ça c'est toujours prioritaire. L'absence de découragement, ça va peut-être un peu avec. La résistance à la frustration et à l'échec qui va être mesurée aujourd'hui par l'ordinateur. La fiabilité, on recherche toujours quelqu'un de sûr en qui on puisse avoir confiance. Et puis l'autonomie, l'esprit d'indépendance. Voilà les qualités qui sont le plus souvent demandées par les employeurs, par les cabinets de recrutement. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un appareil, donc un ordinateur Sigmund, qui précisément est capable de mesurer, dit-on, ces aspects. C'est le premier ordinateur de recrutement français, c'est pratiquement un instrument unique au monde qui est utilisé, il faut le dire, par de très grandes firmes. On peut citer quelques noms comme Renault, la SNCF, et à ce propos d'ailleurs nous avions invité des gens du service du personnel de Renault notamment et d'autres qui ont tous refusé de venir nous dire pourquoi ils se servaient de cet ordinateur. C'est un petit peu contradictoire puisqu'ils s'en servent. Alors pourquoi ne pas venir s'en expliquer? C'est raté, ça ne sera pas aujourd'hui. En tout cas, vous allez découvrir maintenant le créateur de cet ordinateur qui, avec de très nombreux ingénieurs du CNRS, l'a mise au point. Il s'appelle Jean-Michel Fourgouze et il va nous faire la démonstration des possibilités de Sigmund avec comme illustration le cas de Marilyn, c'est-à-dire l'une de ces 2 jeunes chômeuses qui ont accepté d'être le fil rouge de notre enquête cette semaine. Regardez. Marilyn est confrontée aujourd'hui à Sigmund, le premier ordinateur de recrutement français. Une machine inventée par Jean-Michel Fourgouze et une équipe d'ingénieurs du CNRS capable de programmer à la carte plus de 600 profils différents, de l'ouvrier au PDG. C'est ainsi que de grandes entreprises comme Renault, Casino, la SNCF font déjà appel à ses services. Sigmund bénéficie d'une objectivité qui est un point fort extraordinaire pour lui.
Il n'a pas d'état d'âme, il n'est pas sensible à votre sympathie spontanée, il vous pose 200 fois ou 300 fois des scénarios, et au bout de la 300e fois, c'est vrai qu'on a une bonne idée quand même de qui vous êtes, et je crois que c'est le système quand même actuellement le plus rapide et le plus fiable pour mesurer autant de qualité humaine en si peu de temps, quoi. Pour Marilyn, voici venue l'heure du verdict donné par l'ordinateur. Alors bon, je vais vous donner lecture un petit peu de vos points forts et de vos points faibles. Alors vos points forts, confiance en soi, ben, en fait vous avez une bonne confiance en vous. Et vous avez accepté cette expérience, de passer devant une caméra, de passer devant un test, c'est quand même quelque chose. Il ne faut pas avoir la trouille pour accepter une opération comme cela. Montrez-le dans un entretien. Vous avez une bonne puissance de travail, une bonne volonté persévérance, une bonne capacité à assurer un poste de direction sur un petit groupe. Je pense que vous avez un bon potentiel. Vous voyez, là, il y a des choses qui vous redressent, il y a des choses qui se confirment, il y a des choses qui vous redressent positivement. Présentation extérieure, ça pourrait être mieux, hein. Vous êtes dans la moyenne plutôt faible. Il faut que vous soyez peut-être plus dans les usages, hein. Vous savez qu'il y a encore un certain nombre de tabous, en tout cas, qui fonctionnent dans cette société. C'est-à-dire qu'une femme en robe dans un entretien, c'est toujours beaucoup mieux. Je sais que ça se passe comme cela, hein. Alors, il apparaît que dans l'entretien de tout à l'heure, vous traduisiez plutôt un certain manque d'ambition. En fait, vous avez réussi à remonter cette image de manque d'ambition que vous présentiez dans l'entretien. Vous avez un très bon esprit d'initiative. Donc tout cela est positif. Et puis vous avez une bonne capacité à écouter. Donc vous êtes tout à fait recrutable sans problème, je pense. Marilyn est passée dans le labyrinthe des testeurs en tout genre. Graphologue, est-ce que vous êtes morphopsychologue, les études que vous avez faites, de faire des synthèses, recruteur en entretien individuel, ordinateur enfin. Chacun y est allé de son diagnostic avec la même assurance, la même fermeté. Pourtant, leurs avis sont souvent discordants. Est-ce que c'est une personne qui a de l'ambition? Non, à mon avis, non, pas assez. Je crois qu'elle est tellement dépourvue d'ambition, mais je préférerais que tu le testes quand même. Vous avez réussi à remonter cette image de manque d'ambition que vous présentiez dans l'entretien. Est-ce qu'on sent là l'optimisme et la joie de vivre? Ah non, c'est une écriture de tristesse. C'est l'écriture de quelqu'un qui s'est involontairement clôturé. je pense qu'il y a surtout chez elle un goût et une joie de vivre et un défaut total de compromission. Donc il n'y a aucune assurance, absolument aucune assurance. Comment pourrait-il y en avoir? Confiance en soi, ben en fait, vous avez une bonne confiance en vous. Oui, à partir du moment où je suis une situation stable, je pense que j'acquiers très vite confiance en moi. Son goût du travail, je ne suis pas sûr que ça soit une motivation chez elle de travailler. Elle m'a donné une excuse tout à l'heure qui ne me paraissait pas... elle travaille parce que ça se fait de travailler, ce qui ne me paraît pas être suffisant. C'est quelqu'un qui, pour le moment, est beaucoup plus centré sur elle-même que sur un quelconque travail. Aujourd'hui, pas très motivé, pas assez motivé. Bon goût du travail, bonne puissance de travail, bonne volonté également. Aucun employeur ne prendra le risque de l'employer. Si elle écrit sur du papier comme ça, certainement pas. Elle n'est pas dans le peloton de tête, hein, et comme on n'en aura qu'une à retenir, à moins que les tests me contredisent beaucoup, j'ai peur qu'elle ne soit pas dans le peloton de tête. Vous avez un très bon esprit d'initiative. Donc tout cela est positif. Vous êtes tout à fait recrutable sans problème, je pense. Donc il faut envoyer un CV. Recrutable ne veut pas dire recruter. Aujourd'hui, Marilyn est toujours à la recherche d'un emploi. Et oui, je voudrais préciser donc Paulette également, et Marilyn et Paulette, les deux jeunes femmes qui se sont prêtées à cette enquête où, je le précise, il n'y a pas eu de fiction, où tous les entretiens ont été filmés par Jeanne Lagier et Gérard Chouchan dans les conditions du direct, avec des psychologues, avec des graphologues qui n'avaient jamais rencontré les acteurs, les actrices donc de cette enquête avant. Elles cherchent toujours du travail, alors je ne sais pas, peut-être en trouveront-elles grâce à cette émission, en tout cas je le souhaite. Alors vous voyez finalement avec ce petit montage de la fin du document, personne n'est d'accord.
Et moi, je me pose une question, Jeanne Lagier. S'il n'y avait pas eu cette enquête de télévision, est-ce qu'elle aurait pu monter la marche suivante? Est-ce qu'elle aurait franchi la barre de la graphologue ou du morphopsychologue pour en arriver à cet ordinateur qui lui dit de façon contradictoire qu'elle est recrutable? Certainement pas. Et de toute façon, elle se plaignait beaucoup de n'avoir jamais les résultats de tous ces entretiens. Elle savait qu'il y avait une analyse graphologique, mais personne ne lui a jamais donné les motivations du refus qu'elle essuyait à chaque coup. Et parce que justement, il n'y a aucune déontologie et que le droit des demandeurs d'emploi n'est pas tellement respecté, n'est pas suffisamment respecté. Bon, alors c'est la raison de la présence ici cet après-midi de Daniel Croquette. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire général de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres de la CFDT. Alors on avait l'impression que les syndicats n'étaient pas trop dans le coup de cette histoire-là avant l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les syndicats sont dans le coup depuis un certain temps, puisque dès 1979, Robert Boulin, alors ministre du Travail, a mis en place une commission sur ce sujet et un rapport est paru. Et nous avons fait des propositions. Dommage, ce rapport a été enterré depuis et rien n'est fait de la preuve. Quels étaient vos propos? Oui, Noël Roberts. Et pourtant, justement, nous, dans le code de la graphologie et de la graphologie d'entreprise, je ne suis pas tout à fait une spécialiste de la graphologie d'entreprise, mais j'en fais, on doit tenir compte du droit du candidat de voir l'analyse ou de se faire communiquer les résultats. Et on en tient compte en rédigeant une analyse. Deuxième point, ce que j'ai vu est un peu... Si les graphologues pratiquent ainsi, c'est excessif, mais je connais d'autres graphologues, même en dehors de moi, qui ne pratiquent pas ainsi. Il est interdit de condamner quelqu'un, de dire que cette personne n'est pas motivable, que cette personne ne pourra pas travailler. C'était un peu excessif. Oui, vous pouvez nous donner un exemple, parce que vous m'en parliez juste avant qu'on commence cette émission. Vous disiez, si on voit par exemple quelqu'un qui a un problème psychologique, oui, on n'a pas qui le ne droit regarde pas de le l'employeur, dire. qu'est-ce que vous C'est-à-dire dites que nous, alors? dans l'écriture, effectivement, ça va nous sauter aux yeux, mais on n'a pas le droit de le dire. On doit répondre uniquement, et je dis bien uniquement, sur les aptitudes par rapport au poste. Si on voit quelqu'un de timide, d'inhibé, et qu'il s'agisse d'un poste de commercial, on répondra seulement difficulté d'adaptation et sans donner le motif. Bien. Alors on reparlera beaucoup de la graphologie, Noël Roberts, cet après-midi, mais je voudrais qu'on redonne la parole à Daniel Croquette pour nous dire quand même où on en est, quelles sont les propositions que vous avez faites et à quelle échéance on peut espérer que les choses bougent un peu. Alors, la démonstration que vous venez de faire à l'écran tout à l'heure est remarquable. Elle montre que les méthodes ne sont pas fiables, puisqu'elles sont contradictoires entre elles, que certaines sont abusives, voire scandaleuses. Donc nous réclamons, ce que vous avez dit tout à l'heure, un droit des candidats. Mais je suis d'accord là-dessus. Et d'autre part, le fait que les cabinets puissent être contrôlés sur leur méthode. Et le meilleur moyen de contrôle, c'est que les cabinets sérieux puissent contrôler l'ensemble de la pratique de la profession. Et c'est ce que nous demandons, une négociation entre les cabinets et leurs organisations et les organisations syndicales pour mettre en place un code de déontologie que nous-mêmes, nous serions à même de faire respecter. C'est cela que nous Bien. demandons. Alors, je m'excuse, je vous interromps tout de suite parce que Dominique Verdeillan nous demande l'antenne. Il a un correspondant au bout du fil. Et je crois, Dominique, que ce correspondant, on verra les réactions de ceux qui sont avec nous cet après-midi. Nous avons parlé des thèses graphologie, morphopsychologie. Nous n'avons pas parlé de l'astrologie, mais pourtant nous savons que l'astrologie est employée par certaines entreprises. Et nous ne savions pas qu'il y avait également des tests sur les prénoms. Voilà. Donc, autrement dit, Dominique, c'est bien ça. Dites-moi, Dominique, autrement dit, c'est bien ça. Vous cherchez un bon animateur de télé. Voilà. Est-ce que vous allez prendre un Dominique, un Jacques ou un Maurice ou un Albert? On va lui poser la question. Jean-Louis Lanier, qui est dans une société de conseil et marketing, était en train de me dire, je ne sais pas pour la télévision si ça marche, mais qu'en tout cas, vous cherchiez le rapport entre les prénoms et les comportements d'achat. Hein. C'est ça, monsieur Lanier? Absolument. Voilà, expliquez-nous, parce que ça paraît comme ça un petit peu... un peu bizarre. Alors, nous n'avons pas encore fait des études sur les rapports entre les prénoms et les comportements des salariés ou des périodes en phase de recrutement, et je ne pense pas que ça se fasse, mais nous avons... De prendre le maximum